Dans cette 14e leçon, nous allons parler de corrélation linéaire et indépendance de deux variables aléatoires. Alors, pour commencer, nous allons d'abord examiner les données bivariées et voir leur corrélation. Par la suite, on va voir l'indépendance entre deux variables aléatoires. Et pour finir, on regardera la relation entre la corrélation et l'indépendance. Alors, données bivariées et corrélation. Pour un individu, on a les données suivantes concernant les mesures du poids et de la taille de chaque individu. Donc, W1, T1 pour le premier individu, WDT2 pour le deuxième et WN, TN pour le énième individu. Donc, chaque couple est mesuré par rapport au même individu. Le W1, c'est son poids et T1, c'est sa taille. Alors, on s'attend à ce que les individus qui ont les plus grandes tailles ont tendance à avoir les plus grands poids. Et inversement, on dira que pour ces individus, la taille et le poids sont positivement corrélés. Donc, ce qui est expliqué ici, c'est que dans cette population ou dans ce groupe d'individus, plus les individus ont un poids grand, plus ils ont une taille grande, et inversement, plus ils ont une taille grande, plus ils ont un poids grand. Ceci est exprimé tout simplement en disant que la taille et le poids de ces individus sont positivement corrélés. Alors, pour des données bivariées où la tendance est inversée, on parle d'une corrélation négative. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la tendance est inversée? Ça veut dire que plus la première caractéristique augmente, plus la deuxième diminue. Donc, les choses ne vont pas dans le même sens. Alors, dans ce cas-là, on parlera d'une corrélation négative. Donc, corrélation positive, quand les choses évoluent dans le même sens, les tailles augmentent, les poids augmentent, mais corrélation négative quand on a des données où les deux caractéristiques évoluent dans le sens opposé. Alors, une tendance linéaire plus ou moins prononcée est synonyme d'une très forte corrélation. Donc, si la relation entre la taille et le poids, dans cet exemple-là, non seulement ils évoluent dans le même sens, mais ils évoluent plus ou moins selon une relation linéaire, eh bien, dans ce cas-là, on dira que nous avons une très forte corrélation. Une quantité permettant de mesurer cette corrélation est définie par le nombre, appelé R, qui est égal à SWT divisé par SW fois ST. Où SWT, c'est tout simplement la moyenne de cette somme. Mais qu'est-ce qu'on a dans cette somme? On a les poids des différents individus duquel on a enlevé le poids moyen fois les tailles desquelles on a enlevé la taille moyenne. Et le tout, c'est ce qu'on appelle S indice WT. SW, c'est l'écart type des n poids. Rappelez-vous que pour un échantillon, nous avions déjà défini le S carré, qui était la variance de cet échantillon. Et nous avions dit que la racine carrée de la variance était dite écart type, eh bien, SW, c'est l'écart type des poids. ST est l'écart type des n tailles. Et alors, le rapport de cette quantité-là, divisé par le produit des écarts types des poids et des tailles, nous l'appelons R, et ça serait la quantité qui servira à mesurer le lien de corrélation linéaire. TM, je crois qu'on est déjà familier avec cette notation, c'est la taille moyenne, et je crois que je l'ai déjà dit de TI, de la même façon que WM, c'est le poids moyen des poids dans notre échantillon. Alors, le R que nous venons de définir est appelé coefficient de corrélation linéaire. On rajoutera provisoirement empirique pour le distinguer d'un autre coefficient de corrélation qu'on définira plus tard. Donc, c'est ce R qui dit coefficient de corrélation linéaire qui va nous permettre un petit peu d'apprécier le lien plus ou moins linéaire entre
deux caractéristiques, notamment dans cet exemple, le poids et la taille. Une remarque, c'est que ce R, il est toujours entre moins 1 et 1. Donc, il ne sort jamais de cet intervalle, et ceci par la façon avec laquelle on l'a défini. Alors, plus la valeur absolue de ce R est proche de 1, c'est-à-dire R proche de 1 ou de moins 1, plus la corrélation est forte. Donc, quand il est plutôt proche de 1, la corrélation elle est forte, mais elle est positive. Quand il est proche de moins 1, la corrélation elle est forte, mais elle est négative. Par contre, plus la valeur absolue de R est proche de 0, c'est-à-dire elle est du côté de 0, du côté positif au négatif, plus la corrélation est faible. Donc, finalement, ce coefficient de corrélation, c'est un indicateur de lien linéaire, mais quand il est proche de 1 ou de moins 1, la corrélation est très très forte, mais quand il est proche de 0, la corrélation est très faible plutôt. Alors, quand R est égal à 0, on dira qu'il y a absence de corrélation. Donc, si ce R est nul, nous n'avons pas de corrélation du tout. Quand la relation entre les WI, les poids, et les TI, les tailles, est parfaitement linéaire, c'est-à-dire que le WI s'exprime en fonction de TI comme étant ATI plus B. Alors, dans ce cas-là, R, il est égal à 1 si ce A est positif, et il est égal à moins 1 si A est négatif. Alors, que représente A positif dans ce contexte? Quand A est positif, ce lien, c'est un lien de droite, et que le A qui est là, c'est la pente de la droite. Et alors, si A est positif, ce lien, il est croissant. Donc, plus les TI augmentent, plus les WI augmentent. Et dans ce cas-là, nous avions dit qu'on parlait de corrélation positive. Si le lien est parfaitement linéaire, R est égal à 1. Et si le lien est parfaitement linéaire, R est égal à moins 1 si A est négatif, c'est-à-dire si la tendance est inversée, comme je l'avais dit au départ, c'est que le lien entre WI et TI, il est plutôt décroissant, c'est-à-dire que les TI évoluent dans le sens opposé des WI. Ceci ne se produit pas dans cet exemple, parce que c'est réaliste, mais dans d'autres exemples, ça peut se produire. Là, il est évident que plus les tailles augmentent, de manière générale, plus les poids augmentent, et donc notre A va être systématiquement positif si jamais nous avons ce genre de relation. Alors, une vérification assez rapide de ceci. En effet, WM, la moyenne des poids, est égale aussi à ATM plus B. Il suffit de le vérifier à partir de la relation entre W et TI. SWT, qui est calculé comme ça en remplaçant WI par ATI plus B et WM par ATM plus B, les choses se simplifient pour que finalement on retrouve AS carré T. Donc SWT, c'est en fait AS carré T. Rappelez-vous que S carré T, c'est en fait la variance des tailles, de l'échantillon des tailles. Alors, S carré W, bon, on peut aussi, de la même façon, l'exprimer en fonction des liens entre W et T pour arriver à cette relation qui se simplifie pour, en fin de compte, nous donner A carré ST carré. ST carré, c'est la variance des tailles. Et de cette relation, nous pouvons déduire que SW, c'est tout simplement valeur absolue de A fois ST. Et alors, si nous revenons à la définition de notre R, nous voyons qu'il y a une simplification de S carré T avec le S carré T parce qu'il est multiplié par lui-même 2 fois, et ça nous donne A sur valeur absolue de A. Et alors, A sur valeur absolue de A, c'est tout simplement un nombre qui vaut 1 si A est positif et qui vaut moins 1 si A est négatif. Donc, nous avons bien la relation que nous nous sommes proposés de vérifier tout à l'heure. Alors, quelques remarques à propos de ce coefficient de corrélation. Le coefficient de corrélation linéaire mesure le degré de linéarité dans le lien éventuel. Donc, il faut bien se mettre dans la tête qu'un coefficient de corrélation ne mesure pas n'importe quelle relation,
mais c'est plutôt le degré de linéarité. Et ça va être de plus en plus apparent quand cette leçon va se développer. Donc, c'est un moyen de mesurer le degré de linéarité dans une relation. Ce coefficient concerne des données numériques. On l'a calculé et il se calcule en fonction de valeurs. Donc, quand on a des données qui sont catégoriques, elles ne sont pas applicables dans ce contexte. Donc, nous ne parlons que de données numériques. Bon, on en arrive donc à l'indépendance entre deux variables aléatoires. Alors, la dépendance entre deux variables aléatoires ne signifie pas nécessairement l'existence d'un lien fonctionnel entre elles. Ça veut dire que si nous avons deux variables aléatoires, le fait qu'elles soient dépendantes, ça ne veut pas dire que l'une peut s'écrire qu'en fonction de l'autre. Ceci n'est pas le cas. Elle est plutôt caractérisée par l'influence de toute information à propos de l'une sur la distribution de l'autre. Donc, j'espère que j'étais suffisamment clair que la dépendance ne veut pas dire qu'il y a une relation fonctionnelle entre les deux variables, mais plutôt le fait qu'une information à propos d'une variable influence la distribution de l'autre. Alors, si maintenant nous revenons à notre exemple de poids et de taille, W et T sont les variables aléatoires associées au poids et à la taille d'un individu pris au hasard dans une population. Donc, pour un individu pris au hasard dans une population, nous anticipons son poids par la variable aléatoire W et sa taille par la variable aléatoire T. Alors, par exemple, la probabilité de l'événement W est entre 40 et 45, qui peut tout simplement vouloir dire les chances que le poids de cet individu soit entre 40 et 45 kg, est différente de la probabilité que W, toujours entre 40 et 45, sachant que sa taille est entre 1,7 et 1,8. Ça veut dire que sa taille est 1,70 m, entre 1,70 m et 1,80 m. Donc, si vous voulez, pour un individu pris au hasard, le fait de dire que son poids est entre 40 et 45 kg, c'est quelque chose de très plausible. Mais maintenant, si on observe déjà que la taille de cet individu est entre 1,70 m et 1,80 m, on commence à être un petit peu réticent par rapport à cette valeur de son poids. Ce qui fait que ces deux quantités-là vont être différentes. Et cette différence est due justement à la dépendance entre W et T. Bien que la dépendance, nous l'avons déjà définie de manière intuitive et on va la définir de manière exacte à travers une formulation mathématique, mais nous avons déjà une intuition sur cette notion de dépendance et d'indépendance. Donc, le poids et la taille du même individu sont dépendants. Ils ne peuvent pas être indépendants. Et c'est ça qui fait que ces deux quantités-là sont différentes. Donc là, nous avons une probabilité inconditionnelle et une probabilité conditionnelle. Et intuitivement, sans calcul, on s'attend à ce qu'elles soient différentes. Et ceci caractérise déjà la dépendance entre événements. On en a déjà parlé dans une leçon précédente. Donc je répète, le fait que ces deux quantités-là sont différentes, ce n'est pas du tout un calcul qui est fait. C'est tout simplement l'intuition et le bon sens. Là, c'est un individu qui est un petit peu maigre. Et là, il est quand même de grande taille. Et ça ne va pas. Les chances vont être très faibles. Alors, définition. Maintenant, on va donner une définition rigoureuse de la dépendance. Deux variables aléatoires x et y sont indépendantes si, pour tout y, un nombre, la distribution de x et la distribution conditionnelle de x sachant y égale petit y sont les mêmes. Donc, pour caractériser l'indépendance entre deux variables aléatoires,
Et alors, deux variables aléatoires sont soit dépendantes, soit indépendantes. Donc, caractériser l'indépendance, c'est aussi caractériser la dépendance et vice-versa. Donc, pour nous, deux variables aléatoires vont être indépendantes si la distribution de x est la même que ce que nous avions déjà appelé la distribution conditionnelle de x, sachant y égale petit y. Donc, ayant cette donnée, ayant cette information. Donc, cette information ne sert à rien, et dans ce cas-là, nous avons la dépendance. Mais si cette information servait à quelque chose, c'est-à-dire que si les deux distributions étaient différentes, alors là, on aurait la dépendance. Alors, quand x et y sont discrètes, l'indépendance doit être caractérisée par les relations suivantes. Donc, on doit avoir la probabilité que x égale xi, sachant y égale yj, est la même que la probabilité que x égale xi. Donc, cette information ne nous sert à rien. Et alors, la probabilité de la réalisation simultanée de x égale xi et y égale yj, c'est le produit des probabilités par définition de la probabilité conditionnelle. Donc, nous pouvons maintenant dire que pour deux variables aléatoires discrètes, l'indépendance, c'est que la probabilité de la réalisation simultanée de ces deux événements, c'est le produit des probabilités de la réalisation de chacun de ces deux événements. Alors, quand x et y sont continus de densité conjointe f de xy, on a la densité conditionnelle f de x sachant y égale y de x, c'est f de x. Et donc, la densité tout court de x, elle est la même que la densité conditionnelle de x, sachant y égale petit y. Encore une fois, cette information ne nous aide en rien à changer cette densité. Elle reste inchangée et on a donc l'indépendance. De cette relation et de la définition que nous avions déjà donnée de la densité conditionnelle, nous avons donc, dans ce cas, la densité conjointe est le produit des densités marginales, telles qu'on les avait appelées quand on parlait de distribution conjointe de deux variables aléatoires. Donc, l'indépendance pour deux variables aléatoires continues est caractérisée par cette relation. La densité conjointe est le produit des densités marginales. Alors, pour deux variables aléatoires indépendantes, la distribution conjointe est obtenue à partir de la distribution de chacune. Rappelez-vous, quand on avait parlé de distribution conjointe, nous avions dit que pour deux variables aléatoires continues, de la distribution conjointe, on peut obtenir la distribution marginale de chacune des variables, c'est-à-dire la distribution de chaque variable qui constitue le couple. Mais on avait mis en garde le fait qu'il ne faut pas croire qu'on peut reconstituer la distribution marginale la distribution conjointe à partir de la marginale. Ici, c'est possible parce que nous avons l'indépendance. Donc, quand on a l'indépendance, nous pouvons aller dans les deux sens. Nous pouvons de la distribution marginale de la distribution conjointe obtenir les marginales, et ceci c'est général, mais dans le contexte de l'indépendance, nous pouvons aussi faire marche arrière et reconstituer la distribution conjointe à partir des distributions marginales. C'était l'équation de tout à l'heure qui caractérisait l'indépendance, c'est-à-dire la distribution conjointe, c'est le produit des distributions marginales. Donc il suffit de faire le produit pour obtenir en fin de compte la distribution conjointe. Alors, remarque, une définition équivalente de l'indépendance entre deux variables aléatoires x et y est caractérisée par l'indépendance entre les événements, x entre a et b et y entre c et d. Donc, de la même façon que nous avions caractérisé l'indépendance par le fait que la distribution inconditionnelle est la même que la distribution conditionnelle, et que pour les variables aléatoires continues, la densité conjointe, c'est le produit de densité. Maintenant, de manière générale, pour les deux groupes de variables aléatoires, qu'elles soient discrètes ou continues, nous pouvons tout simplement dire que si ces deux événements sont indépendants en tant qu'événements, et là, l'indépendance d'événements, on l'avait déjà définie, ben, on pourra dire que x et y sont indépendants. Attention, il ne faut pas croire que pour un choix particulier de A, un choix particulier de B,
et un choix particulier de C et de D, ces deux événements sont indépendants, c'est suffisant. Non, je dis pour n'importe quel choix de A et n'importe quel choix de B, bien évidemment, de C et de D. Et alors, si ces deux événements sont indépendants, peu importe le choix de ces quatre valeurs numériques, ben, nous avons l'indépendance. Alors, ceci veut dire quoi? Ben, ceci veut dire que la probabilité qu'on ait ces deux événements simultanément, que X est entre A et B et que Y entre C et D, c'est le produit des probas P entre X entre A et B et la probabilité que Y entre C et D. Pardon, je crois que là, il y a un C et D qui a été remplacé par A et B. Mais je crois que c'est évident, on le retrouve ici. Alors, on peut utiliser cette dernière définition pour généraliser la notion d'indépendance à plus de deux variables aléatoires. Donc, l'intérêt de cette façon de caractériser l'indépendance nous permet un petit peu de nous libérer de cette contrainte de traiter uniquement deux variables aléatoires. Donc, nous pouvons, à travers ceci, généraliser l'indépendance à plusieurs variables aléatoires. On peut imaginer que nous avons x, y et z. Donc, il suffit de rajouter la probabilité que x entre A et B, y entre C et D, et z entre E et F. Et, la proba des trois événements, c'est le produit des trois probabilités. Et ça nous donnera l'indépendance. Donc, c'est l'intérêt de voir les choses de cette façon. Alors, un exemple pour illustrer cette idée de dépendance ou d'indépendance. Dans l'urne à 3 boules rouges et 4 boules noires, on tire successivement 2 boules. Bon, je crois que cet exemple-là, je l'ai utilisé à maintes reprises. Je sais que c'est un exemple banal, comme je l'avais déjà dit, mais je crois que ce qui nous intéresse, c'est les proportions, et je vais toujours réutiliser des exemples pour leur simplicité et pour mieux voir, mais sinon, la généralisation est très simple à d'autres situations plus intéressantes. Alors, soit xi, la variable aléatoire qui prend la valeur 1 si le ième tirage résulte en une boule rouge, 0 sinon. Donc, la variable aléatoire de Bernoulli associée au ième tirage. Alors, si le tirage est avec remise, ça on l'a déjà vu, mais je le reprends maintenant pour illustrer l'indépendance et la dépendance. Alors, la probabilité que x2 égale 1, c'est-à-dire la probabilité qu'on obtient une boule rouge dans le deuxième tirage, c'est 3/7. La probabilité que x2 égale à 0, c'est-à-dire qu'on obtient une boule noire, c'est 4/7, pas de problème. Mais la probabilité que x2 égale 1, sachant x1 égale i, peu importe la valeur de i, 0 ou 1, reste 3/7. Et pourquoi? J'ai déjà eu l'occasion d'expliquer ceci et de dire que quand on fait un tirage avec remise, le fait, si vous voulez, de remettre la boule fait que dans le deuxième tirage, tout se passe comme si on faisait le premier. Et donc, les choses restent inchangées. Même chose ici. La probabilité que x égale à 0, ça veut dire que dans le deuxième tirage, on a une boule noire. Et alors, c'est la même probabilité qu'ici, peu importe ce qui s'est passé dans le premier tirage, puisque après tout, la boule a été remise dans l'urne. Donc, le fait de voir qu'on a une boule rouge ou une boule noire ne sert à rien pour modifier l'anticipation de ce qui va se passer dans le deuxième tirage. Donc, 3/7 pour la proba conditionnelle, 3/7 pour la proba inconditionnelle, 4/7 pour la proba conditionnelle, 4/7 pour la proba inconditionnelle. Ceci caractérise bien l'indépendance entre x1 et x2, donc x1 et x2 sont bien indépendantes. Alors, si le tirage est sans remise, alors la probabilité que x2 égale 1, c'est toujours 3/7. Mais la probabilité que x2 égale 1, sachant x1 égale 1, c'est 2/6. J'ai déjà expliqué pourquoi 2/6, je le réexplique de nouveau. C'est la probabilité d'obtenir une boule rouge dans le deuxième tirage, sachant qu'on a déjà obtenu une boule rouge dans le premier tirage, mais on ne l'a pas remis dans l'urne. Le fait qu'on ne l'a pas remis dans l'urne fait que
l'urne au deuxième tirage contient 6 boules uniquement, parce qu'une boule est déjà sortie. Mais comme la boule qui est déjà sortie est rouge, il nous reste 2 boules rouges et 4 boules noires. Donc le total c'est 6, et 2 sur 6, c'est vraiment la probabilité qu'on a ici. Ces deux probabilités sont différentes. Donc la probabilité conditionnelle est différente de la probabilité inconditionnelle. 3/7 ici et 2/6 ici. On peut dire donc que x1 et x2 sont dépendantes. Alors, maintenant, on en arrive à la relation entre corrélation et indépendance. Alors, avant d'aller de l'avant, puisque nous avions déjà défini le coefficient de corrélation pour des données, maintenant nous allons d'abord introduire la notion de covariance de deux variables aléatoires. Alors, soit x, une variable aléatoire à valeur dans cet ensemble x1, x2, xn, et y, une deuxième variable aléatoire à valeur dans y1, y2, ym. Et je ne prendrai pas nécessairement le même nombre d'observations dans les deux situations. Avec mu de x, l'espérance mathématique de x, et mu de y, l'espérance mathématique de y. Donc, dans ce cas-là, je prends le cas discret, puisque je suppose que l'ensemble des valeurs possibles de x et de y, c'est un ensemble fini. Alors, la covariance de x et y est tout simplement le nombre qui est défini de cette façon-là. Donc, je vais décrire ce qui est défini ici. Nous avons une double somme sur I et sur J. De quoi? D'un produit où il y a xi moins mu x, c'est-à-dire la moyenne, l'espérance mathématique de x, yj moins l'espérance mathématique de y. Ce produit-là étant multiplié ou encore pondéré, tel qu'on a l'habitude de le dire, par la probabilité que x soit égal à ce xi et que y soit égal à ce yj. Donc, finalement, une telle somme nous définit la covariance de deux variables aléatoires x et y. Donc, j'attire votre attention que je n'ai pas mis une seule somme sur un seul indice parce que je ne mets pas ici et là le même indice. Ici, je mets un i et ici, je mets un j. Donc, le produit ne sera pas par rapport au même indice pour y et pour x. Et donc, même chose ici. Et donc, il faut sommer sur tous les i possibles et sur tous les j possibles. Donc, le i va de 1 à n et le j variera de 1 à m. Alors, la quantité que je viens d'introduire, on la note covariance xy, puisque c'est la covariance de x et y, et elle n'est rien d'autre que l'espérance mathématique de la fonction de x et de y, qui est définie ainsi, dont le calcul se fait par rapport à la distribution conjointe de x et y. Donc, nous avions déjà vu que c'était une somme avec xi ici, yj ici, pondérée par le poids, que x soit égal à ce xi, y soit égal à yj, c'est en fait l'espérance de ceci. Mais ça, c'est quoi? C'est une fonction de x et de y simultanément. Ceci est un nombre, hein, et ceci est un nombre. Alors, on prend la variable aléatoire x, on lui enlève ce nombre, on prend la variable aléatoire y, on lui enlève ce nombre, et on effectue le produit. Le résultat, c'est une nouvelle variable aléatoire. Et donc, la covariance est en fait l'espérance mathématique de cette nouvelle variable aléatoire. C'est ce que j'exprime ici dans cette formule. Donc, la covariance de xy, c'est l'espérance mathématique de ce produit de deux variables aléatoires qui est elle-même une variable aléatoire. Bien évidemment, comme je l'ai dit, pour calculer cette espérance mathématique, nous avons à la fois xy ici. Ça ne se calculera pas uniquement par rapport à la distribution de x ou par rapport à la distribution de y, mais plutôt par rapport à la distribution conjointe de x et de y. Nous l'avions déjà vérifié quand on voulait calculer, regarder un petit peu la somme de deux variables aléatoires. Maintenant, c'est plutôt le produit de deux variables aléatoires. Alors, la covariance de deux variables aléatoires x et y est de manière générale définie par ce que nous avions vu. Et alors, une remarque s'impose.
Si, au lieu de prendre xy, nous prenons xx, et alors, la covariance de xx, c'est l'espérance de x moins mu x, parce que là, on a remplacé y par x. Donc, le y, il est pris comme étant égal à x, et ça nous donne l'espérance de x moins mu x au carré, qui est variance x. Rappelez-vous que variance x était par définition l'espérance de x moins mu x au carré. Donc, quand on remplace x par y, on a la même chose dans les deux facteurs. Et donc, ceci devient un carré, et on retrouve la variance. Donc, en fait, la variance de x, c'est la covariance de x et de x. Mais on ne s'intéresse jamais à la covariance de x et x, on s'intéresse souvent à la covariance de deux variables aléatoires différentes. Mais cette remarque-là, elle est intéressante pour voir un petit peu comment on peut obtenir la variance même de la covariance de x et x. Et ça pourrait être aussi être utile dans le développement de certaines covariances pour faire apparaître une certaine variance. Alors, une propriété. Si x et y sont deux variables aléatoires indépendantes, alors la covariance de x et y est égale à 0. Donc, pour x, y, deux variables aléatoires, la covariance est nulle. Je ne crois pas qu'il est utile ici de rentrer dans les détails pour justifier ça, mais je crois que le résultat en lui-même, il est très important à retenir, et donc limitons-nous à ça. Alors, si x et y sont deux variables aléatoires indépendantes, leur covariance est nulle. Deux variables aléatoires dont la covariance est nulle ne sont pas nécessairement indépendantes. Donc, il faut faire attention. Deux variables aléatoires indépendantes, leur covariance est nulle. Deux variables dont la covariance est nulle ne sont pas nécessairement indépendantes. Donc, la covariance est égale à 0 ne caractérise pas l'indépendance de deux variables aléatoires. Alors, pour récapituler l'utilisation de cette covariance en relation avec la dépendance, si la covariance de deux variables aléatoires est non nulle, nous pouvons dire que nous avons la dépendance. Mais si la covariance est nulle, nous ne pouvons pas dire que nous avons l'indépendance. Donc, covariance non nulle, dépendance. Covariance nulle ne veut pas dire indépendance. Alors, après avoir défini la covariance, maintenant nous allons introduire le coefficient de corrélation linéaire entre deux variables aléatoires x et y, qui est le nombre ρ défini par ρ est égal à covariance xy divisé par variance x fois variance y, le taux à la puissance 1/2, ou si vous voulez, racine carrée de ce produit des variances. Rappelons-nous que la racine d'une variance, on l'avait appelée écart type. Donc en fait, la covariance, le coefficient de corrélation, c'est la covariance divisée par le produit des écarts types de x et de y. On peut vérifier, comme pour R, dans le cas de données bivariées, que notre ρ est aussi entre moins 1 et 1. Et c'était ça la raison pour laquelle nous avions défini la covariance par ceci. Donc, vous voyez bien que ρ va être nul si covariance est nulle et réciproquement. Donc, en fait, le ρ est égal à 0, c'est équivalent à la covariance est égale à 0. Mais cette standardisation, cette division par les écarts types ou la racine carrée du produit des variances nous donne cette propriété qui est très intéressante. Donc, nous avons un ρ qui est entre moins 1 et 1. Et alors, comme dans le cas de données bivariées, si notre variable aléatoire y dépend de x selon cette relation, y est égal à x plus b, alors, de la même façon que tout à l'heure, ρ est égal à a sur valeur absolue de a, donc moins 1 et 1 comme on l'avait déjà vu. Alors, si z est une variable aléatoire et si t est égal à z carré, là, alors, le coefficient de corrélation entre z et t va être très petit par rapport à 1. Pourquoi ça? Parce que ce lien n'est pas linéaire, c'est un lien quadratique. Tout à l'heure, le lien entre x et y était un lien linéaire et le coefficient de corrélation
en valeur absolue est égal à 1. Maintenant, le lien il n'est pas linéaire, il est quadratique. Donc, le coefficient de corrélation est plus petit que 1. La dépendance entre Z et T, dans ce cas-là, est aussi forte que celle entre X et Y. Donc, ce n'est pas un problème de dépendance, c'est plutôt un problème de lien linéaire. Sauf que dans le dernier cas, le lien est parfaitement linéaire. Dans le cas où entre Y et X et Y, le lien est parfaitement linéaire. Donc, le fait que ρ est égal à 1 ou ρ est plus petit que 1, ce n'est pas du tout une mesure de dépendance, mais c'est tout simplement une mesure de degré de linéarité dans la relation. Alors, le coefficient de corrélation linéaire mesure le degré de linéarité dans un lien entre deux variables aléatoires. Pour deux variables aléatoires dont le coefficient de corrélation linéaire est nul, on dira qu'elles sont non corrélées. Ça, c'est déjà dit pour les données bivariées. Pour deux variables aléatoires x, y dont la somme a un sens, la variance de x plus y, c'est variance x plus variance y plus 2 fois covariance xy. Donc, il faut faire attention. Si l'espérance de la somme était la somme des espérances, la variance de la somme n'est pas la somme des variances. C'est la somme des variances plus 2 fois la covariance. Alors, si x et y sont non corrélés, c'est-à-dire cette covariance est nulle, a fortiori indépendantes, donc si elles sont indépendantes, elles sont non corrélées. Alors, variance x plus y est égale à variance x plus variance y. Donc, la variance de la somme est égale à la somme des variances. Alors, soit x et y, deux variables aléatoires de distribution conjointement normales bivariées. Leur indépendance est caractérisée par le fait que les deux plans de symétrie de la surface densité sont parallèles au plan OX, XY et YZ respectivement. Rappelez-vous que lorsque nous avions parlé de la surface chapeau qui caractérisait la densité d'une normale bivariée, nous avions dit qu'il y avait deux plans de symétrie perpendiculaires. Ici, il est tout simplement dit que l'indépendance peut être tirée de ces deux plans de symétrie. Donc, si ces deux plans de symétrie, le premier est parallèle à l'axe X, au plan XZ, des deux axes XZ, et l'autre au plan YZ, qui sont, eux, perpendiculaires, nous avons l'indépendance entre X et Y. Donc, c'est une propriété géométrique qui va caractériser l'indépendance d'un couple de variables aléatoires qui sont conjointement normales bivariées. Alors, je dis bien conjointement, normales bivariées. Dans ce cas, les courbes de niveau que nous avions vues, c'est-à-dire les coupes entre les plans parallèles et la surface de densité qui était sous forme d'un chapeau ou d'une cloche, telle qu'on l'avait caractérisée, sont des ellipses parfaites, mais ces ellipses sont allongées dans le sens de l'axe des X ou celui des axes des Y. Donc, ils sont allongés dans le sens des axes des X ou de l'axe des Y. Alors, je vous rappelle que nous avions déjà vu qu'il y avait des ellipses, mais cette fois-ci, les ellipses, ils sont allongés dans ce sens ou dans ce sens. Donc, si ils sont allongés, si on a l'indépendance, ils seront allongés dans l'un de ces deux sens. Donc, finalement, si x et y sont deux variables aléatoires normales, indépendantes, alors leur distribution conjointe est normale bivariée. Rappelez-vous que lorsqu'on a parlé de deux variables aléatoires conjointement normales, nous avions dit que leur distribution marginale était normale, mais nous avions dit que l'inverse n'était pas vrai. Deux variables aléatoires normales n'avaient pas nécessairement une distribution conjointe normale bivariée. Dans ce cas, ça marche. Le fait qu'elles soient en plus indépendantes fait que de la normalité de chacune, on obtient la normalité du couple. Donc la distribution conjointe est bien normale à partir de la normalité de la distribution marginale de x et de y. Alors, si z et t sont deux variables aléatoires conjointement normales, et si leur covariance est nulle, alors elles sont indépendantes. Voilà un autre résultat assez intéressant. Nous avions déjà dit que deux variables aléatoires qui ont une covariance nulle, ça ne veut pas dire qu'elles sont indépendantes.
Je crois que je viens de le dire il y a un instant. Si deux variables aléatoires ont une covariance nulle, donc un coefficient de corrélation nul, on dira qu'elles sont non corrélées, mais on ne dira pas qu'elles sont indépendantes. Mais dans le cas où Z et T sont deux variables aléatoires conjointement normales, s'il vous plaît, ce n'est pas chacune normale, donc conjointement normale. Et si leur covariance est nulle, alors nous avons l'indépendance. Donc, dans le cas où deux variables aléatoires sont conjointement normales et en plus leur covariance est nulle, nous pouvons conclure l'indépendance. Donc, la covariance est égale à 0 caractérise cette fois-ci l'indépendance. Et j'en arrive à la fin de cette leçon. Donc, pour vous poser des questions ou pour éventuellement demander un exercice pour mieux comprendre le cours, je vous demande tout simplement de vous référer au site web Uninetuno. Et pour cela, il suffit de cliquer sur Mednetu et merci.